à tous et bienvenue. Merci de vous être connectés à ce webinaire qui vise à interroger la façon dont les savoirs expérientiels des personnes en situation de handicap peuvent représenter un atout pour leur employabilité, mais donc aussi pour leurs employeurs. Nous sommes ensemble pour 1 heure et demie et ce webinaire s'inscrit dans un projet de recherche soutenu par l'AGEFIP. Un petit mot du déroulé pour commencer. Nous allons en fait vous proposer 4 séquences. D'abord, une présentation de la recherche et de quelques premiers résultats avec Marie-Mine Menant, chef de projet et doctorante, car c'est une recherche-action. Puis viendra un retour d'expérience d'entreprise, celui de la SNCF avec Laetitia Monroe, sa directrice accessibilité. Ensuite, François Martinet, conseiller technique innovation, pourra nous expliquer en quoi cette recherche s'inscrit dans le programme de la GFI, à la fois d'un programme d'innovation et de soutien aux employeurs. Et puis enfin, Guillaume Leroyer, salarié, en tout cas personne en situation de handicap qui travaille et qui en recherche un emploi actuellement, partagera son expérience très riche et sur laquelle il fait preuve de beaucoup de recul, vous verrez. Surtout, restez là jusqu'au bout. D'autant qu'à l'issue, nous pourrons relayer vos questions. Le chat est ouvert, vous pouvez les écrire. Nos intervenants y répondront en fin de webinaire, qu'ils en soient évidemment remerciés très chaleureusement, comme de leur présence. Merci aussi à vous qui êtes inscrits, pas loin de 150 inscrits, m'a-t-on dit. Bienvenue à tous. On va commencer avec vous, bonjour. Menant, pardon. Bonjour. Est-ce que peut-être vous pourriez commencer par nous présenter la genèse un peu de ce projet de recherche? Bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille sur la question de la valorisation des savoirs expérientiels liés au handicap dans le monde de l'entreprise. Au niveau de la genèse de ce projet, donc il faut savoir que c'est un projet au sein d'APF France Handicap en partenariat avec le CNAM de Paris, mais aussi qui bénéficie du précieux soutien de la GFIP. Et en fait, c'est un projet qui a cheminé depuis un certain nombre d'années au sein de l'association sur cette question des savoirs expérientiels et de s'y intéresser, pas uniquement dans le milieu médico-social, mais aussi de s'y intéresser vraiment dans le monde de l'entreprise et d'aller explorer voilà, comment ils peuvent justement se transformer en compétences et être mobilisés en milieu ordinaire de travail. C'est aussi l'idée de contrebalancer en fait sur l'image du handicap dans le milieu de travail, puisqu'il y a encore beaucoup de discrimination en fait et de préjugés, notamment sur les difficultés des personnes qui sont souvent perçues malheureusement comme des freins en fait dans l'emploi. Voilà un petit peu la genèse. Quelle est la méthode que vous avez employée? Ah, très bien. Quelles sont les méthodes que vous avez employées pour mener cette recherche? Donc, pour mener cette recherche, hein, qui est une recherche qualitative, j'ai entrepris à la fois des observations de terrain et puis des entretiens voilà, avec des personnes concernées et avec des professionnels d'entreprise. Mon terrain de recherche, c'est celui de l'association et de ses partenariats avec des entreprises publiques et privées. Voilà, je travaille étroitement avec le Tech Lab, en fait, qui est un département technologique au sein de l'association pour accompagner justement les entreprises dans des démarches inclusives, de conception inclusive. Donc de conception notamment de produits et services et aussi en lien avec le service accessibilité. Et donc voilà, j'ai pu conduire un certain nombre d'observations et de terrain pour voir à la fois comment sont mobilisés vraiment les savoirs expérientiels par les personnes dans des situations concrètes. Et puis aussi voilà, des entretiens biographiques auprès des personnes, ainsi que des entretiens plutôt de retour d'expérience auprès des professionnels pour voir un petit peu justement comment ils ont perçu ces collaborations avec les personnes. Combien de personnes interrogées aujourd'hui? La recherche n'est pas terminée. Est-ce que vous avez le chiffre? On a parlé de qualitatif. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de la quantité aussi? Oui, bien sûr. J'ai interrogé 23 personnes en situation
de handicap avec voilà, des handicaps variés, hein, handicap moteur, handicap visuel, handicap psychique, des personnes aussi un peu de tout âge, voilà, avec des activités soit professionnelles, soit bénévoles assez diverses et variées. Et puis j'ai interrogé autrement 13 entreprises différentes et donc ça regroupe une vingtaine de professionnels. Bon, mais de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de savoir expérientiel? Avant de parler des objectifs de la recherche, peut-être qu'on pourrait définir aussi cette notion. Oui, tout à fait. Quand on parle de savoir expérientiel, on parle des savoirs qui sont issus de l'expérience du phénomène du handicap, hein, mais on pourrait aussi parler de la maladie, par exemple. Et en fait, il faut vraiment distinguer l'expérience vécue des savoirs expérientiels. En fait, les savoirs expérientiels, ça va être tous les apprentissages qui sont issus et qui se font à partir de cette expérience, hein. Donc, ça regroupe tout le sens qui va être donné en fait à cette expérience et les leçons aussi qui vont être justement déduites par les personnes et ensuite comment elles vont le réinvestir dans leur quotidien et puis dans leur activité professionnelle. Et quel est l'objectif alors de cette étude? C'est de les valoriser, mais encore, c'est-à-dire d'en faire un outil de recrutement. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Alors, l'objectif premier, c'est déjà de chercher à mieux caractériser en fait ces savoirs expérientiels, puisque ce sont des savoirs voilà, qui sont relativement implicites, qu'on a du mal des fois un petit peu, on va dire, à saisir, hein. Donc, le but, c'est de mieux comprendre en fait, voilà, de quel type de savoir on parle aussi, hein, finalement. Et ensuite, comment justement on peut intégrer ces savoirs expérientiels vraiment dans le cadre du travail, comment on peut permettre ce transfert entre la vie quotidienne et une activité professionnelle et en quoi il y a vraiment des apports à la fois pour les personnes, mais aussi pour les organisations, voilà, en termes d'innovation, sur des aspects aussi organisationnels et en termes même de plus-value économique. Bon, on l'a promis, on a dit qu'on allait partager les premières conclusions de votre recherche. Quels sont donc déjà les premiers éléments qui apparaissent? Alors, l'un des principaux résultats, c'est qu'en fait, les personnes, elles mobilisent déjà leur savoir expérientiel dans leur activité professionnelle, dans leur activité sociale ou encore dans leur activité bénévole. Après, des fois, les personnes n'en ont pas nécessairement conscience parce que, en fait, elles vont les utiliser dans leur quotidien et donc c'est quelque chose d'assez ancré. Et elles n'ont pas toujours conscience en fait du potentiel autour de ces savoirs expérientiels. Il faut savoir aussi que les savoirs expérientiels, on en parle beaucoup dans le milieu associatif, mais j'ai pu aussi interroger quelques personnes qui sont externes à ce milieu et pour certaines, c'était la première fois qu'elles entendaient justement cette notion de savoir expérientiel, hein. Donc, il y a toute cette idée aussi de prendre conscience finalement de ces savoirs pour pouvoir investir dessus et les développer. Et puis j'insisterai aussi au niveau des résultats sur une composante à la fois individuelle et universelle. Ces savoirs, ils sont aussi avant tout biographiques et chaque parcours, chaque trajectoire de vie professionnelle, personnelle est unique et singulière. Et donc, c'est toujours à garder à l'esprit, notamment en tant que manager. Deux personnes peuvent avoir, par exemple, le même type de handicap et pour autant le vivre de façon complètement différente parce que, en raison de leur histoire de vie, de leurs ressources, de leur environnement. Et il y a une dimension vraiment aussi universelle qui a plus attrait, là, en fait, à la construction de ces savoirs expérientiels. On se rend compte dans les trajectoires de vie des uns et des autres qu'il y a quand même des étapes qui sont similaires, en fait, dans le développement des savoirs expérientiels et dans la nature de ces savoirs expérientiels, hein, voilà, qui sont des savoirs incarnés, des savoirs pratiques, mais aussi des savoirs qui peuvent être plus théoriques, plus conceptuels, de par toute cette idée de leçons apprises à partir de l'expérience, hein. Peut-être pour être un peu plus concrète,
voilà, pour un travailleur en situation de handicap, une expérience qui peut être source d'apprentissage, ça va être voilà, négocier par exemple des aménagements sur son poste de travail. Ça peut être la gestion aussi du handicap au quotidien, comment permettre aussi cette logistique par rapport au travail. Hein, donc en termes de compétences, ça va être comment finalement prioriser aussi hein, les tâches dans toute cette logistique. Voilà, c'était pour donner quelques exemples. Alors, on a bien compris que les personnes en situation de handicap, pardon pour le chat dans la gorge, euh, utilisaient leur savoir expérientiel comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Pour autant, ces savoirs expérientiels peuvent devenir une compétence, c'est-à-dire quelque chose de valorisable, une connaissance reconnue comme si c'était une formation. Comment est-ce qu'on peut faire le pont d'un savoir expérientiel dont on a à peine conscience à une compétence dont on pense qu'il faut l'acquérir avec des méthodes particulières, éventuellement des évaluations, etc. Alors oui, tout à fait. Alors déjà, au niveau de la construction de ces savoirs expérientiels, voilà, comme je disais, ce sont des savoirs biographiques. Donc, ce sont des savoirs qui se développent plutôt sur le long terme, hein, où ça va être un apprentissage qui va être progressif. On est plutôt sur, on peut distinguer deux grandes étapes. Hein. Après, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce passage de l'expérience en tant que telle au savoir expérientiel. Hein. Donc là où il va s'agir vraiment de prendre du recul sur une expérience vécue, de vraiment faire une sorte de débriefing de cette expérience. Qu'est-ce qui a marché, moins bien marché, émotionnellement aussi, comment cette expérience a été vécue, qu'est-ce que la personne en a conclu. Et puis, il y a ensuite cette deuxième étape importante qui est le passage des savoirs expérientiels aux compétences professionnelles. Et là, on va passer vraiment plutôt d'un point de vue singulier à une expertise beaucoup plus collective, notamment par la rencontre d'autres personnes et la confrontation de son expérience et de ses savoirs à d'autres formes de savoir. Ça peut être des savoirs théoriques, ça peut être des savoirs professionnels, des savoirs scientifiques ou même d'autres savoirs d'expérience, hein, des savoirs d'expérience professionnelle, par exemple. Euh, et donc, c'est vraiment l'idée aussi que, il va y avoir, en fait, dans l'environnement de travail, des possibilités de développer davantage ces savoirs expérientiels et des opportunités. Et en ça, c'est important d'avoir cette réflexion sur les opportunités offertes par une activité de travail. Et peut-être pour développer un petit peu les types de compétences que les personnes peuvent développer, hein, ça peut être des compétences, notamment en matière d'entraide hein, entre personnes. Ça peut être aussi vraiment des compétences en matière de résolution de problèmes hein, et de créativité, puisque les personnes au quotidien sont obligées en fait de s'adapter, notamment pour faire face au manque d'accessibilité. Donc, elles ont affaire à des problèmes complexes et doivent trouver des solutions, souvent aussi de façon contrainte dans le temps, etc. Des compétences aussi en termes d'expérimentation, de tests, d'adaptation. Hein. Il y a vraiment des capacités adaptatives qui sont développées et qui peuvent être vraiment très enrichissantes pour relever les défis du quotidien, mais aussi des défis professionnels. Tous ces aspects voilà, d'organisation et de logistique hein, qui ont vraiment leur place dans le milieu du travail. Et puis tous les éléments aussi en termes de travail collaboratif et de travail d'équipe. Là aussi, les personnes sont vraiment bien placées pour développer des compétences à partir de leur savoir expérientiel. Bien placé, pour autant, il peut y avoir des obstacles sur ce chemin. J'imagine, c'est pas si simple, en plus, c'est assez innovateur. Et qu'est-ce qui pourrait ou pas enfreindre cette transformation en compétences utilisables et un peu plus universelles? Alors, je dirais que ce qui peut contraindre ou empêcher voilà, cette transformation des savoirs expérientiels, ça va être notamment ben, déjà cet obstacle de la discrimination. Puisque quand une personne, finalement, voilà, n'a pas accès à un emploi
en raison de préjugés ou de discrimination par rapport à sa capacité à relever le défi d'un poste, elle n'aura pas l'opportunité quelque part de développer ses savoirs expérientiels et puis de les partager en fait avec les salariés de l'entreprise, hein. Donc elle peut être en fait aussi empêchée vraiment dans le développement de ses savoirs à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est la méconnaissance des savoirs expérientiels, hein, par un certain nombre de personnes et aussi par le monde de l'entreprise, mais qui peut s'expliquer par cette composante assez implicite des savoirs expérientiels, d'où l'intérêt aussi de développer des sensibilisations et des formations justement sur les apports des personnes pour les organisations. Comment est-ce qu'on peut, si on voulait dans une entreprise, voilà, et on se dit, tiens, ben, moi, je voudrais mieux m'appuyer sur les savoirs expérientiels des personnes en situation de handicap que j'ai recrutées ou que je m'apprête à recruter, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Alors, pour mieux s'appuyer sur les savoirs expérientiels des personnes, ça passe nécessairement aussi par une écoute en fait des personnes et une certaine ouverture aussi pour comprendre comment elles mobilisent leur savoir expérientiel, hein. Donc, ça va être aussi permettre vraiment d'ouvrir des espaces d'échange et des espaces collaboratifs. Non seulement sur leur savoir expérientiel, mais sur ce lien aussi avec l'activité de travail en question. C'est-à-dire que les savoirs expérientiels, ils vont se développer en compétences aussi vraiment en fonction de l'activité de travail dont il est question. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de mettre en parallèle les savoirs expérientiels et l'activité de travail réelle. Donc, ça peut être aussi de développer des groupes d'analyse de pratique, par exemple. Ça peut être aussi, voilà, vraiment des méthodes pour essayer de formaliser ces savoirs expérientiels. Ça peut être à partir de portefeuilles de compétences, ça peut être à partir de référentiels de compétences. Voilà, il y a plusieurs modalités qui sont possibles, hein. Et puis surtout, pour inclure au maximum les personnes et intégrer leur savoir expérientiel à l'équipe, ce qui est vraiment très important, c'est aussi que les entreprises, en fait, voilà, travaillent sur un environnement de travail qui soit capacitant et accessible pour les personnes, puisque si l'environnement n'est pas accessible, les personnes auront des difficultés pour mobiliser efficacement leur savoir expérientiel. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux salariés qui voudraient réfléchir à la question de savoir s'ils ont eux-mêmes des savoirs expérientiels et qui voudraient pouvoir développer? Même genre, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner? Alors oui, tout à fait, tout à fait. Alors ça peut être aussi des fois voilà, d'entreprendre des démarches de bilan de compétences. Après, il y a aussi de plus en plus de formations hein, qui se développent, notamment autour de la paire intervention, autour de la paire aidance, et sur comment justement mobiliser, enrichir et développer ces savoirs expérientiels, hein. Donc c'est aussi une possibilité pour les personnes voilà, en suivant des formations, d'acquérir des connaissances qui vont venir alimenter leur savoir expérientiel. Après, il y a aussi d'autres possibilités hein, pour explorer ces savoirs, hein. Ça peut être aussi voilà, les confronter à d'autres personnes, hein, rencontrer aussi et échanger avec d'autres pairs, hein. Ça passe aussi par ces moments collectifs. Est-ce qu'on oublie de dire quelque chose parmi ces premiers résultats que vous voulez souligner avant qu'on arrive à notre deuxième séquence? Là, comme ça, voilà, On n'a rien oublié. je ne pense pas qu'on ait oublié d'éléments. Voilà. On passe donc à la deuxième séquence avec vous, Laetitia Moron. Bonjour. Pourquoi avoir mis en place, vous, des démarches collaboratives avec les personnes en situation de handicap? Est-ce que ça influence votre politique d'accessibilité directement? Bonjour. Merci de m'accueillir d'abord dans ce webinaire. Effectivement, à la SNCF, ça fait plus de 15 ans qu'on fait de la concertation avec les associations de personnes handicapées. Et le principe de cette concertation, c'est justement de ne pas faire les choses tout seul, de présenter ce qu'on a l'intention de faire en termes d'équipement des gares, d'équipement des trains, en termes de produits marketing ou de services,
avec tous les mois des commissions techniques dans lesquelles on peut faire des présentations théoriques, dans lesquelles on peut expliquer ce qu'on a l'intention de faire, mais tout cela aussi complété par des visites terrain dans les gares, dans les trains ou même dans des maquettes, des tests d'application, parce qu'on n'a pas envie de développer des choses qui ne vont servir à personne derrière. Et même si on essaye de respecter le plus possible les normes, qu'elles soient françaises ou européennes, on peut respecter les normes et ne pas être accessible pour autant. Et donc, nous, on préfère, au-delà des normes, s'appuyer sur l'usage. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples des actions qui ont été mises en place? Oui, alors des exemples, on en a plein. Un des plus flagrants, à mon sens, même si moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur les sujets d'accessibilité, euh, mais on en apprend tous les jours. Et par exemple, pour ce qu'on appelle l'automate Mass Transit, qui est le nouvel automate de Transilien en Île-de-France, on a fait venir une personne non-voyante et une personne malvoyante. Et même si, en théorie, moi, je connais les différences, en fait, une fois qu'on met les personnes devant l'automate, on voit tout de suite ce qui ne va pas, on voit tout de suite quelles sont les différences de besoins, avec l'un qui va avoir besoin d'avoir du braille autour de l'écran pour se repérer, qui va avoir des gestes qui vont être proches de l'iPhone, qui donc va slider sur un écran interactif, et l'autre personne malvoyante qui, elle, au contraire, va avoir besoin de beaucoup de contraste et de caractère agrandi. Et ce qui était assez génial le jour où on a fait ça, c'est qu'on avait les deux développeuses qui avaient fait la première maquette et qui se sont dit non mais en fait notre truc ça va pas du tout. Donc ça c'était très très parlant. Un autre Récemment, exemple, je crois, oui, c'est ça. et récemment, on a aussi fait un exemple, un essai. Alors là, c'était sur une maquette pour un futur matériel roulant, qui est un matériel roulant destiné à circuler plutôt sur des petites lignes. Donc, ce sont des tout petits trains, c'est un matériel léger. Et on a fait des tests de rampe avec une personne en fauteuil manuel, une personne en fauteuil électrique, et même un des experts matériel roulant à la SNCF s'est aussi essayé à monter sur la rampe et on a bien vu où ça passait pas en termes de pente, et même avec la bonne pente, à quel moment le ressaut pouvait bloquer ou pas. Donc on fait aussi ce test. Alors c'est pas sur le vrai matériel parce qu'il n'est pas encore construit, mais ce sont sur des maquettes échelle 1 et ça permet vraiment de régler au plus fin. Et quels outils vous facilitent cette concertation? Là, vous nous parlez de visite de terrain. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous Alors, rendre service? alors que là, on peut le faire sur le terrain, on peut aussi le faire en commission technique. Par exemple, on a beaucoup travaillé, c'était un des sujets phares quand je suis arrivée il y a 3 ans, sur la localisation en gare des accueils voyageurs handicapés. Parce que les personnes, à juste titre, considéraient que dans certaines gares, on ne les avait pas mis au bon endroit. Il y a eu une grosse polémique, notamment sur Paris-Gare de Lyon. Et donc là, on travaille sur plan. Donc bien sûr, quand on a des personnes non-voyantes qui participent à la commission, on fait une description détaillée. On travaille sur plan avec des distances en disant, ben voilà, on vous propose 2 ou 3 solutions pour localiser l'accueil en gare, avec avantages, inconvénients, et avec en nombre de mètres, on est à telle distance du métro, à telle distance du bus, à telle distance des taxis ou de la dépose minute pour les transports spécifiques. Et ça nous permet, on n'a jamais la solution parfaite, mais ça nous permet de trouver la meilleure des solutions par rapport à celle qu'on peut proposer. Donc on travaille aussi beaucoup sur plan, sur tout ce qui est espace et accueil en gare. Mhm. Et en matière de ressources humaines, vous l'utilisez de quelle façon, cette concertation et ce développement des savoirs expérientiels, finalement, cette Alors, utilisation très concrète? nous, on en fait, moi, je suis responsable de la partie accessibilité plutôt pour les clients. Oui. Mais cela dit, on a un groupe qu'on appelle le groupe Miroir, qui est un groupe d'agents en situation de handicap qu'on anime. Ils sont 85 actuellement, avec vraiment tout type de handicap et répartis sur l'ensemble de la France. Et on travaille avec eux un peu comme on travaille avec les associations. C'est-à-dire que ça nous arrive de les consulter, par exemple, sur un sujet hyper confidentiel. Alors, j'ai parlé de quelque chose qui a été polémique au lancement, mais qui va beaucoup mieux, qui est le site web SNCF Connect et l'application SNCF Connect, qui sont les distributeurs des billets SNCF.
C'était hyper confidentiel, on n'avait pas le droit de voir l'application et on a pu la montrer à notre groupe miroir qu'une semaine avant, on n'avait pas le droit de montrer aux associations. Donc, on utilise ces agents qui sont à la fois dedans, parce que ce sont des collaborateurs SNCF, mais ce sont aussi des clients, et donc ils ont une double vision qui va nous apporter beaucoup en termes d'expérience client, avec en plus le regard professionnel du collaborateur SNCF. Donc, on aime Et beaucoup ce groupe et eux aiment beaucoup aussi participer avec nous à cette élaboration. oui, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vraiment ils ne pourraient pas du tout intervenir ou au contraire, c'est vraiment une Et sollicitation dès que c'est possible? Ils peuvent, alors en fait, on les sollicite dès que c'est possible. La difficulté pouvant être que bah, ce sont des collaborateurs, donc il nous faut l'accord des managers pour qu'ils participent avec nous. Mais très récemment, il y avait personne de disponible en fauteuil roulant électrique pour aller faire un test en gare. C'est un de nos collaborateurs qui est à quelques mètres de moi, là, chez SNCF Réseau, qui est venu faire le test. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer de votre point de vue pour aller encore plus loin en matière d'inclusion? Parce que là, à la fois, j'imagine que ça facilite l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les équipes, parce qu'elles sont vraiment impliquées au Oui. cœur des sujets. Et puis, ça facilite l'utilisation par tout le monde de vos machines, de vos trains, etc. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à imaginer ou des lacunes que vous repérez à travers justement ces expériences-là? Sur la partie client ou sur la partie collaborateur? L'ensemble, ma chère, on a le temps. Alors, sur la partie client, on ne peut pas tout tester. C'est-à-dire quand on est en conception de matériel, bah, souvent on est sur du dessin, sur des plans. On n'a pas forcément le matériel sous la main. Ce qu'on peut encore améliorer, même si on en a fait deux ou trois l'année dernière, sont deux choses. C'est d'abord ce qu'on appelle les Vie ma vie, c'est-à-dire Mhm. qu'on emmène les patrons des entreprises ferroviaires, soit les yeux complètement bandés, soit dans un fauteuil roulant, pour leur montrer pour de vrai comment se passe le voyage d'une personne en situation de handicap. On a aussi entre guillemets, un simulateur de vieillesse. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, hein, mais on se met des poids autour des poignets, autour des jambes, un gilet super lourd, des bouchons dans les oreilles, un masque un peu occultant. Et là, on se rend compte combien c'est difficile pour une personne âgée qui perd un peu ses sens, ne serait-ce que de monter un escalier. On l'a fait tester à notre patron il y a il y a à peu près un an. Donc tout ce qui est Vie ma vie, c'est hyper formateur et ça permet de faire progresser les politiques parce que ça permet de prendre conscience pour de vrai des difficultés. Et puis au moment de la préparation des Jeux Olympiques, la DIJOP avait constitué un groupe d'experts d'usage qui ont testé plein de choses, hein, qui sont allés tester les installations sportives, mais qui sont aussi venus dans nos gares. Et dans les gares, on a pu faire des parcours complets. Je crois que Gare de Lyon, on a quadruplé le nombre de panneaux de signalétique qui menaient vers l'accueil voyageurs handicapés. Parce qu'en fait, on se rendait compte que les clients, en fait, le client lambda qui n'est pas un habitué, bah, avait beaucoup de mal à le trouver. Donc, moi, je crois beaucoup au fait de faire ces parcours avec les clients euh, pour, euh, pour se rendre compte de ce qu'on peut encore améliorer, parce qu'on a beau avoir la théorie, on n'arrive pas à tout faire. Et même si c'est pas directement vous, votre sujet, est-ce que vous avez idée de la façon dont, en matière d'inclusion des collaborateurs, on peut aller encore plus loin? On est bien d'accord, Oui, hein, vous n'êtes pas RH, mais oui, je suis pas RH, mais bon, j'échange avec mes collègues de RH. On a lancé il y a à peu près un an un plan autisme, et j'ai voulu que ce plan autisme il soit en miroir, c'est-à-dire qu'il soit à la fois pour nos clients et pour nos collaborateurs. Donc ça m'a permis de me rapprocher des ressources humaines. Alors, à SNCF Réseau, il faut savoir qu'on n'est pas au 6% de travailleurs handicapés, parce qu'on a notamment une difficulté particulière et une réticence des managers à recruter sur les métiers techniques, parce qu'on est sur des métiers où il y a de la sécurité. Donc, il faut réussir à démontrer que le handicap de la personne ne met pas en péril sa sécurité
et celle du trafic ferroviaire. Donc, on a encore du travail à faire sur ce sujet. Dans une autre partie du groupe SNCF, par exemple, dans les ateliers du matériel, sur tout ce qui est entretien du matériel roulant, je sais qu'ils ont réussi à développer pas mal de choses pour les personnes sourdes avec justement, d'un point de vue sécurité, des rappels lumineux qui permettent aux personnes de travailler avec les autres et d'avoir bien les alertes quand il y en a, avec tout un dispositif lumineux qui va remplacer le dispositif sonore. Donc, sur ces sujets, il y a deux sujets. Il y a la réticence de la personne à postuler en se disant, mais non, moi j'ai un handicap, je ne vais jamais passer en termes de sécurité. Et puis la réticence des managers ou des recruteurs à recruter en se disant, mais non, cette personne va pas être apte à le faire. J'ai eu récemment, dans le cadre du groupe Miroir, le retour d'expérience d'une personne de petite taille qui s'est entendue dire à la visite du travail, bah non, vu votre handicap, vous ne pouvez pas être habilité sécurité. En fait, si, ça pose absolument aucun problème. Elle est jeune, elle est mobile, elle est sportive, elle n'a aucun problème d'un point de vue sécurité. C'était, alors pour le coup, la méconnaissance du médecin du travail qui lui a fait dire ça. En termes de politique RH, je vous parlais de la difficulté à recruter sur les métiers techniques. On a aussi, mais je pense qu'on n'est pas la seule entreprise à avoir cette difficulté, il y a beaucoup de personnes qui ne se déclarent pas, qui ne déclarent pas leur handicap, notamment parmi les cadres, parce que ils ont peur d'être stigmatisés et ils ont peur de voir leur carrière ralentie si ils disent qu'ils ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc là encore, il faut qu'on renforce l'accompagnement, la sensibilisation pour expliquer que non, en fait, avoir une reconnaissance de handicap, c'est plutôt un plus et c'est plutôt avoir des adaptations du poste de travail si nécessaire. Et ce n'est pas un moins dans le déroulement dans le déroulement de carrière. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas responsable RH, mais ce qu'on entend dans ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a à la fois des aménagements techniques qui doivent être pensés. Par exemple, vous preniez l'exemple des consignes de sécurité rendues visuelles quand il y a une déficience auditive. Lutter contre l'autocensure, bon, bah, ça relève pas tellement de nous, mais en revanche, ce qui pourrait relever pas mal des entreprises, c'est la formation des managers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez qu'en matière d'inclusion, un des gros nœuds, c'est un peu la formation des managers de proximité, on va dire, qui eux Oui. peuvent avoir des craintes de se dire, ben oui, mais sauf que c'est moi qui vais gérer au quotidien. Et voilà, est-ce que ça vous semble être un nœud du problème? Oui, pour moi, c'est un nœud. Alors, c'est un nœud du problème, c'est la formation des managers, mais c'est aussi la formation du collectif de travail. Parce Mhm. qu'il faut que le collectif de travail soit, je vais le dire comme ça, soit armé pour accueillir la personne et sache ce qu'elle peut faire ou pas. Alors, il y a des personnes qui ont la parole assez libre et qui vont aller demander. L'autre jour, je suis allée voir un de nos collègues qui est en fauteuil roulant électrique en lui disant, mais au fait, s'il y a une alerte incendie, qu'est-ce que je fais de toi? On se connaît suffisamment bien pour que je lui dise comme ça, mais tout le monde ne va pas aller oser demander ce genre de choses. Donc c'est tout un travail que de sensibiliser le collectif de travail pour qu'ils se sentent à l'aise avec une personne qui a un handicap, quel que soit ce handicap, et finalement osent demander effectivement ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas. J'ai une anecdote assez amusante. On était au Salon autonomique à Lyon. Et donc, comme on ne faisait pas l'aller-retour dans la journée, on était à l'hôtel et on était accompagné de Trésor Makunda, qui est un des collaborateurs de la SNCF, qui est non-voyant, qui est athlète de haut niveau. Et ma collaboratrice n'a pas osé demander à Trésor s'il avait besoin d'aide pour s'orienter dans sa chambre. Elle n'a juste pas osé en se disant, mais je vais être intrusive. Et voilà, et c'était un frein qui finalement n'est pas gênant parce qu'après, il y a quelqu'un d'autre qui est allé. Effectivement, Trésor avait besoin de rien, si ce n'est de quelqu'un qui lui saisisse le code Wi-Fi parce que ça, effectivement, il n'était pas en braille et il n'arrivait pas à le saisir. Donc voilà, c'est travailler les collectifs pour que la différence ne soit plus un frein et ne fasse pas peur parce que très souvent, c'est la peur de ne pas y arriver, que la personne ne soit pas au niveau, qu'on ne sache pas l'aider, qui fait que dans un collectif de travail, elle ne va pas forcément être à l'aise. Mais Et les ce peut être collaborateurs ne vont pas être à l'aise non plus.
ce peut-être en quoi les savoirs expérientiels pourraient avoir vraiment de l'importance pour former le collectif de travail. Merci beaucoup, en tout cas, Laetitia J'en prie. Moreau. Est-ce qu'il y a une petite chose que vous aimeriez ajouter que je ne vous ai pas demandé? Oui, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que on a beaucoup profité des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques pour mettre en avant nos athlètes de haut niveau et notamment les athlètes paralympiques. Et notamment chez SNCF Réseau, on a Cédric Nanquin, qui est vice-capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Et c'était vraiment très bien pour l'ensemble des collaborateurs qui sont sur site ici à Saint-Denis, de pouvoir rencontrer Cédric, de le voir en match et de pouvoir discuter avec lui après dans les locaux. Ça donne vraiment une énergie et ça permet de voir le handicap autrement. Et ça, je trouve que ça participe aussi à sensibiliser le collectif de travail et à dire que c'est possible. Avec la SNCF, tout est possible. Je ne vais pas vous faire l'injure de reprendre ce slogan publicitaire d'il y a quelques Alors, je années. pensais pas à ça. Moi, je pensais plutôt à l'impossible barré de APF France Handicap, voyez-vous. Très bien, habile pirouette. Un grand merci à vous. Restez avec nous Je vous en si prie. vous le pouvez, comme ça, si des interrogations émanent de nos auditeurs, spectateurs, eh ben, elles pourront vous être adressées. En attendant, on va passer à notre troisième temps d'échange, troisième séquence avec vous, François Martinez. Je le disais tout à l'heure, vous êtes conseiller technique innovation à l'AGFIP. Ma première question est assez simple, mais la réponse sera sans doute un peu plus complexe. J'allais dire, ma première question est bête et la réponse sera plus intelligente à coup sûr. Pourquoi la GFIP soutient-elle une recherche comme celle-ci? Merci, merci Sophie. Je vous laisserai en juger de ma réponse. Tout d'abord, je remercie les 80 participants qui nous ont rejoints et je remercie aussi l'équipe d'APF France Handicap pour nous avoir associés à GFIP à cette table ronde. Et puis merci aussi à la fois à Laetitia et à Guillaume qui en fait sont les représentants des parties prenantes avec lesquelles on ne saurait travailler, on ne saurait donner du sens à notre mission générale. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés pour soutenir cette recherche? D'une part, c'est une recherche. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a très peu ou insuffisamment de recherche en France encore sur les questions du handicap, encore moins sur les questions euh, d'handicap et d'emploi au sens très, très général. Et que, voilà, nous, on a inscrit dès 2020 dans la stratégie innovation et recherche de la GFIP, a été inscrit le fait de soutenir des expérimentations et de la recherche. Donc ça, c'était à la fois déjà une motivation en soi. L'autre motivation, c'est le sujet de cette recherche et la façon dont assez vite avec Carole d'APF France Handicap, on s'est dit qu'il fallait qu'on avance sur ces sujets-là, des savoirs expérientiels qui, au moment où on en discute, commencent à émerger, on commence à l'entendre, et on partage une forme d'intuition sur le fait que c'est peut-être là une nouvelle façon d'envisager les compétences des personnes en situation de handicap et qu'il faut peut-être aller creuser cette question-là. L'AGFIP avait mis en place, avait soutenu un certain nombre de projets à caractère expérimentaux, mais il nous manquait cette dimension-là. Et puis le troisième, on peut dire le troisième motif, c'est la façon dont Marilyn, dont on peut saluer la qualité des travaux d'ores et déjà, hein, la façon dont Marilyn a articulé a identifié une forme d'articulation tout à fait riche pour nous. C'est ces trois temps de comment on passe de l'expérience à l'élaboration de savoirs expérientiels. Ensuite, comment ces savoirs expérientiels peuvent être eux-mêmes transformés en compétences. Et ensuite, comment ces compétences peuvent devenir voilà, des supports à la création de valeur en entreprise. On a là trois temps qui, chacun des trois, nous intéresse. Et en plus, dans la dynamique de chacun des trois, nous intéresse. Et à l'intérieur même de cette dynamique, il y a un élément qui est très important. C'est les conditions à mettre en place pour que l'expérience puisse se passer, puisse être vécue. Et on sait bien que les personnes en situation de handicap
dans le monde qui est le nôtre, on sont parfois empêchés de mener certaines expériences, des expériences de vie, hein, comme l'a dit Marilyn, de vie professionnelle, de vie sociale, de vie bénévole, de vie familiale. Donc cette question pour nous des conditions de réalisation de l'expérience, et notamment dans le cadre professionnel. Ensuite, des conditions pour transformer l'expérience en savoir expérientiel, et qu'est-ce qu'il pourrait être mis en place pour arriver à ce processus de consolidation, d'émergence de l'expérience en savoir expérientiel, cette prise de distance. Et il y a des conditions, on a dit, une des conditions, c'est l'écoute. Et puis enfin, de pouvoir mettre en visibilité des entreprises, du monde économique, des organisations aussi publiques, le fait que ces savoirs expérientiels peuvent constituer des leviers. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a dit tout ça, si on ne réunit pas ces conditions-là, mais alors ça veut dire qu'on se prive de ressources et on se prive de compétences qui, du coup, ne participeront pas à la vie sociale, professionnelle, économique, etc. Et donc, on a un enjeu, et un enjeu aussi qui est aussi un enjeu sociétal, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de s'inscrire dans cette dynamique comme, j'ai envie de dire, comme tout un chacun. Et pour les employeurs, selon vous, quels sont les apports principaux des savoirs expérientiels dans les situations de travail? Bon, on a vu de premiers résultats présentés par Marilyn Menant en ouverture de ce webinaire. Comment est-ce que vous y réagissez et quels sont selon vous je sais pas si on peut dire les bienfaits, mais en tout cas les avantages, l'intérêt pour les employeurs de ces savoirs expérientiels? Alors, bon, on est encore dans un temps d'exploration de ces sujets. Ce qu'on a repéré, c'est que les savoirs expérientiels, alors, on a une forme là aussi d'interrogation, hein. Les savoirs expérientiels des personnes en situation de handicap seraient-ils vraiment particuliers par rapport aux savoirs expérientiels de tout un chacun, ou est-ce qu'il faut les considérer comme étant des particularités aussi bien que pour chaque personne? Donc ça, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que la question des savoirs expérientiels dans le monde du travail, c'est pas aujourd'hui qu'on les découvre, on le sait, et non seulement on le sait, mais les processus de production, les processus d'ingénierie, les processus de service ne peuvent fonctionner que par la mobilisation des savoirs expérientiels de ceux qui font le travail. Ça, bon, tous les travaux en psychologie du travail et en ergonomie l'ont démontré depuis bien longtemps. Alors, il s'agit d'abord de les mettre en évidence, et relativement aux personnes en situation de handicap, de pouvoir les mobiliser dans des situations peut-être particulières, qui peuvent être celles des environnements qui sont à construire. Alors, Laetitia, on a évoqué un certain nombre, hein, dans le monde du service. Comment on fait en sorte que on élabore des environnements qui soient adaptés, qui soient ouverts, alors pour utiliser le grand mot, qui soient accessibles à tout un chacun? Eh bien, peut-être que la bonne façon de le faire, avant, il y avait une façon qui était de dire, bah, on peut avoir une approche par la norme, on peut avoir une approche par le design, on peut avoir une approche par une forme d'ergonomie. Et en fait, on se rend compte, quand on interroge les utilisateurs, c'est qu'il manque, quand on s'en tient là, eh ben, il manque tout ce que l'usage permet d'aborder, c'est-à-dire cette finesse dans les interactions. Et pour pouvoir s'appuyer sur le savoir expérientiel des personnes en situation de handicap, mais on peut élargir, hein, on a parlé des personnes âgées, ouais, etc. Bon, on pourrait, On va rester sur le handicap pour ce qui est d'aujourd'hui. voilà, on pourrait tout à fait élargir. Eh ben, ça peut être un levier très important, mais qui encore une fois, nécessite de passer par des conditions particulières qu'on a peut-être oubliées dans l'entreprise, qu'on a peut-être oubliées dans les organisations.
Donc, ça peut permettre d'imaginer des environnements de travail plus capacitants. On parlait de ça tout à l'heure avec Marilyn. Est-ce que ça peut permettre aussi, si on veut faire un petit peu de prospective, de nourrir finalement les référents handicap des différentes entreprises? Est-ce que ça peut les aider, ces savoirs expérientiels, à être au plus près des besoins et des enjeux? Alors, là où ça peut changer un peu les choses, de rentrer dans le sujet des savoirs expérientiels et de le partager. Parce qu'un savoir expérientiel, s'il n'est pas partagé, il ne sert pas à grand-chose. Il sert juste à la personne, c'est déjà bien, vous me direz. Mais dans le monde de l'entreprise, on est rarement tout seul et on est souvent en interaction avec un collectif de travail, des clients. Voilà. Et la nécessité de le partager ou l'intérêt de le partager aussi avec notamment les... Bon, vous faisiez référence aux référents handicap dans les entreprises, c'est que peut se jouer là le changement de regard. Et le changement de regard, là, il est important parce que ça va permettre de ne plus aborder la personne sous une dimension déficitaire, hein, les fameuses incapacités que l'on traite du vieux modèle de Wood de 1980, hein, déficience, incapacité, handicap, de sortir de là et de rentrer beaucoup plus sous l'angle des capacités et des compétences. Et donc c'est intéressant parce que on va pouvoir, dans une entreprise qui met en place les dispositifs, euh, par exemple des espaces de discussion autour du travail, hein, des espaces de discussion autour de qu'est-ce qui doit être mis en place pour rendre accessible les accès, etc. Eh ben, on va pouvoir s'appuyer sur les savoirs expérientiels des personnes en situation de handicap pour faire ce travail de co-conception. L'utilisateur test, c'est déjà une première démarche. Solliciter les personnes en situation de handicap pour qu'elles évaluent des dispositifs techniques, environnementaux, etc. C'est une première démarche. Les positionner comme des co-concepteurs, c'est encore une démarche qui va au-delà parce on leur reconnaît une Une expertise compétence, d'usage. une expertise d'usage. Et Mm. merci. Vous pourriez faire l'intervention à ma place tout à fait, Sophie, parce que vous en connaissez un rayon sur l'expertise d'usage. Euh, et, et, euh, et alors, c'est un positionnement très différent parce qu'il ne s'agit plus de concevoir l'intervention ou la place du référent handicap uniquement pour être celui qui accompagne, celui qui va penser la compensation, qui va mettre en place le dispositif de financement de la compensation, mais peut-être celui qui va être à l'écoute, peut-être celui qui va identifier dans le collectif de travail les personnes qui sont à même de produire, enfin d'exprimer cette expertise. Mais encore une fois, je reviens à la question des conditions parce que mettre en place des conditions inclusives, c'est quand même le gros enjeu. Parce que autrement, on étouffe, on ne permet pas l'expression de ces savoirs expérientiels et on rate une marche. En tout cas, on s'en prive. Mhm. Merci. On va poursuivre nos échanges. Est-ce que, avant que je passe la parole à Guillaume Leroyer, il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé que vous souhaiteriez pouvoir préciser? Non, 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 on peut poursuivre. Très bien. Je Alors, répondrai avec on plaisir. poursuit et on répondra aux éventuelles Merci. questions tous ensemble si jamais il y en a. Merci à vous, Guillaume Leroyer. Je l'ai dit, vous êtes, vous, porteur d'un handicap. Vous avez été longtemps comptable et puis ensuite éducateur sportif. Des difficultés psychiques vous ont conduit à- enfin, ont compliqué, disons, votre accès à l'emploi. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà commencer à nous expliquer un petit peu la manière dont votre parcours a été chamboulé par votre situation de handicap avant qu'on voit tous les savoirs que ça vous a permis d'acquérir et de développer? Bonjour, bonjour, merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous déjà. Oui, effectivement, comme l'a dit Sophie, moi je suis sur un handicap psychique, donc principalement des troubles anxieux, troubles agoraphobiques. Voilà, donc j'ai fait des études de je vais parler un petit peu rapidement de mon parcours. J'ai fait des études de comptabilité que j'ai été obligé d'arrêter à un moment pour cause de dépression parce que les troubles prenaient trop de place. J'arrivais plus à gérer plein de situations. Voilà, j'ai réussi ensuite, par contre, à exercer un autre métier. J'ai été entraîneur dans des clubs de tennis de table pendant une bonne quinzaine d'années.
Après, il y a eu ensuite une dizaine d'années entre 2011 et 2022, donc de nouveau une période très longue ben, où j'étais en mode survie, quoi, en fait, enchaînement de dépression, chômage, complètement désocialisé. Voilà. Ensuite, j'ai découvert en septembre 2022, j'ai fait la connaissance d'une association dont m'avait parlé ma conseillère Cap Emploi, le Clubhouse de Bordeaux. Donc, pour en parler en quelques mots, c'est une association qui accueille des personnes en situation de handicap psychique et qui est basée sur le principe de la cogestion de l'association en fait entre les membres et les salariés. Donc, on fait tout ce qu'il y a à faire dans l'association. C'est un petit peu comme une mini-entreprise. Et du coup, ça m'a permis, au-delà de retrouver du lien social, ça m'a permis de me remettre en action, de découvrir de nouvelles compétences et ben, d'avancer un petit peu dans mon parcours de rétablissement. Alors, dans les troubles psychiques, quand on parle de rétablissement, c'est pas être complètement guéri, mais c'est arriver à vivre avec la maladie. Voilà, c'est arriver à vivre de manière la plus sereine possible, enfin, la plus saine possible avec la maladie. Donc, du coup, ben, j'ai retrouvé des projets, j'ai travaillé sur un projet professionnel en lien avec mes études et ça m'a permis, en faisant des stages, ben, de retrouver un emploi d'assistant comptable, donc que j'ai exercé l'année dernière pendant un an, voilà, où ça se passait plutôt bien, pas mal de pression quand même, plus que ce que je pensais. Et ben, en juillet de cette année, j'ai souhaité partir vers un autre projet en fait qui a plus de sens pour moi, donc qui est en fait d'aider les autres personnes en situation de handicap psychique dans leur parcours de rétablissement et aussi travailler sur la déstigmatisation, la sensibilisation du handicap et donc explorer ben, la piste de la pérédance en santé mentale. Voilà, peut-être en vue au mois de septembre d'intégrer une licence. Donc pour l'instant, j'en suis au parcours d'exploration du métier et voilà, j'en suis là. Voilà. Pérédance dont on parlait tout à l'heure avec Marilyn, c'est donc quelque chose qui vous semble important aujourd'hui. Ouais. Et au-delà de donc votre parcours finalement vous donne de nouvelles envies, de nouvelles idées, mais aussi de nouvelles compétences. Ouais. Et, Qu'est-ce que et vous avez développé en particulier à travers ce parcours un petit peu accidenté et complexe? Ouais, déjà, ben, en lien, ben, déjà quand on est en situation de handicap, ça c'est valable pour tous les handicaps. En fait, on doit faire preuve de résilience, on doit faire avec, on a s'adapter en permanence en fait, trouver des solutions. Et donc ça déjà, alors moi je vais être beaucoup sur des savoir-être en fait en termes de compétences. Ça permet de développer des capacités d'adaptation, de résolution de problèmes. On en a parlé, hein. Aussi le fait de prendre du recul, d'apprendre à connaître sa maladie, prendre du recul, savoir gérer la fatigabilité, savoir quand on est mieux, quand on peut travailler plus, quand on est moins bien, quand on peut moins bien travailler, connaître ses forces, ses limites. Donc tout ça, c'est important et ça permet de développer, au-delà de sa maladie, de développer des capacités d'analyse qui peuvent être après utiles dans le monde du travail. Ensuite, ben, il y a eu beaucoup d'échanges avec les soignants pour travailler sur les traitements, sur les psychothérapies, sur tout l'accompagnement, des échanges aussi avec d'autres personnes concernées que j'ai côtoyées. Et là, il y a eu un gros travail qui m'a fait améliorer toutes les compétences de communication, tout ce qui est écoute, empathie, travail en équipe, la communication de façon constructive, être capable d'être pédagogue, de faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà, tout ça, c'est des compétences que le fait d'avoir ce handicap ben, m'a permis de développer. Voilà. Comment est-ce que vous les avez identifiés? On va continuer hein, parce qu'il y en a plein Ouais, d'autres, je ouais, le sais, ouais, et ouais. notamment sur votre capacité à travailler en équipe. Mais tout à l'heure, on disait, Marilyn maintenant expliquait que les personnes en situation de handicap pouvaient avoir des savoirs expérientiels sans avoir conscience qu'elles en avaient. À plus forte raison que ça pouvait leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Comment est-ce que vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais au fond, de cette expérience de vie complexe, je peux en tirer quelque chose de valorisable sur le marché de l'emploi? En fait, c'est assez récent. Pendant très longtemps, en fait, je les avais, mais je les avais pas, elles n'étaient pas conscientisées, en fait, donc je les utilisais pas. Et c'est plus dans la période depuis 2 ans où je me suis vraiment remis dans l'action que là, ben, en faisant des choses, ben, je me suis aperçu qu'il y avait ce parcours-là qui m'avait permis ben, de développer toutes ces compétences-là, tous ces savoir-être. Et voilà, c'est la mise en action, c'est le fait de faire des choses, d'être sur des projets qui m'a permis ben, de me rendre compte. En fait, c'est en fait le processus de conscientisation, il est venu un petit peu sur le tard. Mais un peu naturellement, j'ai pas vraiment réfléchi, c'est venu à ce moment-là, quoi. Ouais. Est-ce que ça vous semble pouvoir là, on a parlé de vos nouvelles compétences Ouais, individuelles, mais est-ce que vous pensez qu'elles peuvent, d'un point de vue collectif, nourrir le collectif de travail? Tout à l'heure, avec ouais, François Martinez, on parlait de ça, justement, de nourrir
le collectif? Hmm. Je pense aussi, oui, je pense que c'est important au niveau collectif. Déjà, rien que, il y a François Martinez qui a parlé de changement de regard. Mais déjà, par exemple, le fait d'accompagner une personne en situation de handicap, de se rendre compte qu'elle a des compétences à mettre à disposition de l'entreprise, ça ne change pas seulement la façon de travailler avec la personne en question, mais ça peut aussi permettre de remettre en question aussi la façon de travailler de l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire de faire preuve tous ensemble en fait de plus d'empathie, plus d'acceptation des différences entre les uns et les autres, voilà, qui ne sera pas forcément uniquement en lien avec les personnes en situation de handicap, mais aussi les autres collègues entre eux qui vont, de par ce travail-là, apprendre aussi à mieux travailler ensemble. Je pense que ça, on peut généraliser effectivement tout ça dans un collectif de travail, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, de ne pas réussir à bien développer ses savoirs expérientiels? Est-ce qu'il y a des freins possibles? Vous parliez Alors tout à déjà, l'heure du risque de discrimination. Qu'est-ce que ouais. vous en pensez, vous? Déjà sur les freins, moi pendant très longtemps, quand je postulais sur des emplois, moi je parlais pas de ce handicap. En fait, comme c'est un handicap invisible, effectivement, il y avait la peur de la discrimination, soit par l'employeur, soit par les collègues, après, une fois en emploi. Parce qu'en fait, il y a notamment sur le handicap psychique, il y a beaucoup de représentations erronées, manque de connaissances, oui, de connaissances sur ce que sont vraiment ces troubles-là. On a des idées, parfois des idées reçues parce qu'on n'est pas bien informé, en fait, tout simplement. J'ai perdu un petit peu le fil de la question, du Non, je me coup. demandais les risques que vous imaginez. Oui, Donc, on parlait de discrimination. Vous mais disiez que vous n'en voilà, parliez pas parce que comme c'est invisible, après, vous pouvez le cacher. ouais. Est-ce qu'il y a autre Après, une chose fois, qui peut limiter ce développement des savoirs expérientiels selon vous? ce qui est important, c'est d'arriver à prendre du recul. Ce que j'ai fait ces dernières années, c'est arriver à prendre du recul pour vraiment, effectivement, pouvoir en parler, dire que ça peut apporter un plus. Par exemple, je parlais tout à l'heure des capacités d'adaptation. Je peux plus facilement qu'avant m'adapter à de nouvelles tâches qui vont m'être proposées. Euh, on parlait aussi des capacités d'analyse, de prendre du recul sur sa maladie. Ça peut me permettre effectivement cette capacité-là d'être aussi force de proposition, c'est-à-dire d'avoir cette capacité d'analyse par rapport à l'emploi sur lequel je suis, et du coup de proposer des améliorations dans le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de choses effectivement qui peuvent être mises en avant, et aussi tout ce qui est communication, tout ce qui est travail en équipe, j'en ai parlé, ouais. Travail en équipe, en fait, quand on est rarement isolé, enfin, moi j'ai eu une longue période d'isolement, mais ensuite à partir du moment où je me suis retrouvé plus dans l'accompagnement collectif avec d'autres personnes dans la même situation que moi, toutes ces capacités de communication et de travail d'équipe, elles sont transposables ensuite en entreprise, elles sont transférables sur l'entreprise, ouais. À condition que quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait que les entreprises fassent selon vous? Quelles pistes de Ouais, réflexion on peut leur donner pour que ça se passe mieux, ouais. que ce soit plus utilisé, ces nouvelles compétences? Moi, je pense que déjà, ce qui est important, c'est d'avoir une approche qui soit vraiment centrée sur le potentiel des personnes, plus que sur les difficultés. C'est d'abord vraiment de prendre la personne pour ce qu'elle sait faire, ce qu'elle est capable de faire. Et ensuite, à partir de là, on adapte en fonction du handicap, on adapte, on a des adaptations, mais ne pas penser d'abord au handicap et ensuite, on adapte en fonction du handicap, puis voilà, on voit ce qui se passe. Mais d'abord se dire, on a des potentiels et c'est ce potentiel-là qu'il faut voir en premier. Je ne sais plus qui a parlé c'est Marilyn qui a parlé d'analyse de pratique aussi. Ça, Oui. c'est intéressant. Ça. C'est intéressant dans une entreprise avec des personnes en situation de handicap de pouvoir avoir des débriefings, des échanges et avoir ces analyses de pratique qui permettent d'impliquer aussi les autres, les collaborateurs dans ce, dans ce, dans cette, dans ce, dans ces situations-là. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup de formation, en fait, beaucoup de sensibilisation, notamment pour tout ce qui est troubles psychiques. Il y a une méconnaissance, Mm. donc beaucoup de formation. Je pense qu'il y a de la formation à faire. Moi, j'ai fait une formation au premier secours en santé mentale récemment. Et ça, je pense que c'est en train de petit à petit se développer de plus en plus. Et je pense que plus cette formation-là sera proposée dans les entreprises, dans les établissements d'enseignement, dans les associations, plus le regard sur le handicap psychique, sur la santé mentale va changer et ça va vraiment améliorer l'inclusion de ce type de handicap. Ouais.
Oui, on parlait tout à l'heure aussi de formation des managers intermédiaires. Ouais, ouais. On y revient. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aimeriez développer une capacité d'aider les autres avec la Ouais. pérédance. Vous nous avez aussi expliqué que vous, le Clubhouse, vous avez aidé à reprendre pied d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a d'autres soutiens qui vous ont été utiles et dont on peut peut-être partager les bienfaits avec d'autres qui seraient dans votre situation et voudraient mieux découvrir leur savoir expérientiel et mieux les valoriser ensuite? Est-ce qu'il y a d'autres structures ou moments ou voilà qui vous ont aidé? J'ai travaillé justement avec APF France Handicap. J'ai fait des ateliers l'année dernière. Ça s'appelle Boostons les talents. C'est des ateliers Mhm. sur les techniques de recherche d'emploi et qui étaient vraiment intéressants, qui permettaient de travailler un peu sur ses compétences, et après sur toutes les techniques de recherche d'emploi, sur se présenter en entretien. Et ça m'a vraiment aidé pour mon parcours de reconversion professionnelle. Et après, je pense que dans tout ce qui est milieu associatif, en fait, je pense que tout ce qui est association, il y a tout ce qui est association où on va rencontrer des personnes qui ont vécu à peu près les mêmes choses que nous. Je pense que ça peut aider effectivement à voir, mais tiens, lui a réussi, moi, je peux peut-être utiliser les mêmes stratégies ou d'autres stratégies pour réussir aussi. Ouais. Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que le collectif Le collectif est très aide, important. aide Ouais, beaucoup ouais. Voilà. à trouver ses points forts individuels. Ouais, moi je pense que si j'avais des conseils à donner, effectivement, c'est de pas rester seul, effectivement, d'essayer de s'entourer, de trouver des ressources autour de soi qui permettent effectivement de se rendre compte des qualités qu'on a, comment on peut les utiliser dans le milieu professionnel, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé qu'il vous semble important de préciser avant qu'on passe à la séquence des questions? Non, je pense qu'on a fait un petit peu à peu près le tour. Ouais. Ouais. Ouais, très bien. Alors, ce qu'on va faire, donc Carole va nous relayer les questions du webinaire. Comme on est toutes les trois dans la même pièce, Carole, Marilyn et moi, on a des enjeux de ne pas faire résonner le micro, donc je vais le couper pendant que les questions sont lues, et puis je le rallumerai le mien quand il s'agira que je reprenne la parole pour vous la distribuer à vous les intervenants. Donc Carole, je coupe et vous pouvez nous relayer les questions. Bonjour. Alors, je vais reprendre. Donc déjà, vous reprécisez qu'on va repartager un support pour présenter la recherche, parce qu'il y a les travaux de recherche conduits par Marilyn Menant, donc un petit support récapitulatif qu'on enverra à l'issue du webinaire. Alors, on avait des questions alors à laquelle Madame Monron a répondu, mais je pense que c'est bien de le reposer en direct, qui s'adressait vraiment à la SNCF sur la question des membres du groupe Miroir qu'elle a évoqué, pour savoir si c'était des agents embauchés par la SNCF qui étaient en situation de handicap ou si c'était des consultants. Alors, ce sont effectivement des collaborateurs SNCF répartis dans l'ensemble des SA du groupe et répartis sur l'ensemble du territoire. Et c'est basé sur le volontariat. Quand je suis arrivée il y a 3 ans et demi, on avait 35 agents dans le groupe. Et j'ai une de mes collaboratrices qui a décidé de reprendre l'animation de l'ensemble du réseau, qui a fait pas mal de communication sur nos canaux internes. Et on a aujourd'hui 85 collaborateurs qui sont bénévoles pour participer, qui sont volontaires pour participer à ce groupe Miroir. L'année dernière, pour la première fois, on leur a fait un séminaire qu'on a fait à distance parce qu'on se disait, oh là là, ils sont sur tout le territoire, ça va être super compliqué d'amener tout le monde à Saint-Denis. Et cette année, il y avait une demande forte d'avoir quelque chose en présentiel, donc on a fait du mix. On avait une vingtaine de personnes en présentiel et une quarantaine à distance. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de l'animation que nous, on peut faire et de l'utilisation qu'on fait de leurs compétences, ils étaient très contents de pouvoir échanger entre eux sur leurs différentes difficultés ou sur les solutions qu'on peut être trouvées dans leur environnement de travail. Comment vous Comment est vous est venue venue cette cette idée idée de de groupe groupe miroir? miroir? Est-ce Est-ce que que dans dans d'autres d'autres entreprises, entreprises, vous en vous avez avez repéré repéré ou ou l'idée l'idée est est née née chez chez vous? vous? Alors, je ne sais pas du tout parce que le groupe existait déjà quand moi je suis arrivée, donc je ne peux pas vous dire d'où vient l'idée en fait. Aucune importance. On prend une question suivante. Oui,
Alors, il y avait, bon, c'était une question un peu connexe, mais il y avait la question des procédures types d'évacuation à la SNCF pour les travailleurs en Oui, situation qui bien sont sûr, elles employés. existent. Mais en fait, moi, je n'avais pas du tout réalisé que Pierre, notre collaborateur, en fait, il y a deux ascenseurs pour accéder à notre étage. Effectivement, je ne le croise jamais dans l'ascenseur principal. Il s'avère qu'en face de son bureau, il y a un autre ascenseur. Et en fait, il y a une zone d'attente sécurisée, donc avec une porte qui s'ouvre automatiquement. Donc, lui, il peut rentrer dans cette zone d'attente sécurisée s'il y a un incendie et les pompiers savent qu'il est là. Et par contre, je suis tombée sur un os qui est, je dis oui, mais attends, en cas d'attentat, on fait quoi? On fait quoi? Parce qu'on nous dit de nous barricader, de nous mettre sous le bureau. Je dis, mais je fais quoi de toi? Et il me dit, ben, je fais rempart de mon corps. Il dit, effectivement, il n'y a pas de solution. Très bien. Alors là, on avait une question qui peut être adressée à plusieurs intervenants, qui est plutôt un commentaire, hein, le fait que ben, ce qui me semble manquer dans les entreprises, hein, c'est plutôt la participation des personnes à la conception, à l'élaboration des pratiques et des environnements de travail. Donc, je ne sais pas si un des intervenants veut réagir. Bah, peut-être encore vous, Laetitia, avant qu'on parte Alors, sur quelqu'un d'autre, parce que moi, typiquement, je pense que c'est votre intervention qui a suscité cette oui, question. alors ça, pour moi, c'est quelque chose qui est effectivement un peu difficile parce que j'ai contacté la direction de l'immobilier de la SNCF et j'ai pas vraiment trouvé de personnes, voilà, qui soient en charge d'adapter les locaux, qui connaissent bien tout ça. Donc, j'ai l'impression que ça se fait un peu au coup par coup. Et par exemple, ici, bah, pour Pierre, il y a effectivement des portes automatiques sur le palier, un certain nombre de choses qui ont été faites par rapport à son besoin à lui. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment au moment où la personne arrive que malheureusement on se pose la question de son besoin. Non, mais au-delà de la conception des locaux, il y avait la conception des produits. Par exemple, quand vous avez expliqué comment Oui, vous avez travaillé sur les machines, et si les personnes étaient associées dès le départ, peut-être que les deux alors, personnes dont vous nous avez parlé, qui ont se rendu compte qu'elles n'avaient peut-être pas tout bien pensé, et ben, elles n'auraient pas eu à reprendre leur projet. alors là, oui, alors c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas non plus complètement partir d'une page blanche. Donc là, on était suffisamment en amont pour pouvoir reprendre les développements. Et tout l'objet pour nous de la concertation, c'est de convaincre nos interlocuteurs, que ce soit chez Gare et Connexion, que ce soit dans les entreprises ferroviaires, de venir présenter des projets non finalisés, justement pour qu'on puisse agir dessus. Et trop souvent, les gens arrivent trop tard en disant: ah, mais je veux présenter un truc en commission technique. Ben oui, mais si tu peux pas rien changer à ton projet, en fait, ça sert à rien, quoi. Donc, on essaye vraiment d'intervenir en amont. Là où il est difficile d'intervenir, c'est quand on est sur du matériel roulant de conception ancienne. On est souvent attaqué sur la non-accessibilité des toilettes dans nos trains. Et effectivement, le train, il est conçu pour 40 ans et on a plein de matériels qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment accessibles, que ce soit pour monter à bord ou que ce soit pour ne serait-ce qu'accéder aux toilettes. Mais on essaye, en tout cas, avec mon équipe, de faire justement aussi de la culture sur ce sujet en disant: venez nous présenter les trucs en amont, même si c'est pas terminé. On a un défaut à la SNCF, on aime bien avoir un truc complètement terminé avant de le présenter. Nous, on leur dit: non, venez avec vos brouillons, parce que nous, on veut corriger les brouillons, en fait. Une autre question, peut-être, je pense que Guillaume a déjà répondu, mais on peut lui reposer la question. D'après vous, pourquoi les personnes dans les organisations n'osent pas parler de leur handicap et voire n'osent pas faire une demande de RQTH, de reconnaissance administrative du handicap? Bah, je pense que la peur, effectivement, quand on n'ose pas parler du handicap, c'est qu'il n'est pas visible déjà. Donc, c'est la peur du regard des autres. En fait, on préfère se protéger. Je pense que on se dit, ça va être pire si j'en parle, si je fais cette démarche-là, que, voilà, on voit pas le verre à moitié plein, on voit le verre un peu à moitié vide. Donc, je pense qu'il y a une crainte là. Après, moi, je sais que moi, j'ai longtemps, effectivement, évité d'en parler. Maintenant, je pense que c'est important je suis dans une démarche où j'ai envie d'aller vers des structures qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc, je pense que dans ce cas-là, ben, c'est mieux, effectivement, d'en parler, quoi, de le faire savoir le plus possible, parce que sinon, de toute façon, on ne sera pas bien là où on travaille, de toute façon. Donc,
Je pense que pour moi, je pense que c'est bien d'en parler, mais il faut avoir fait le travail quand même, d'avoir pris du recul, de savoir comment l'exprimer, comment le formuler, voilà, pour vraiment bien faire comprendre tout ce en fonction des savoirs expérientiels, tout ce qu'on est capable d'apporter à l'entreprise ou à la structure, ouais. Il faut avoir pris suffisamment de recul, ouais. Encore une dernière question, donc plutôt, je pense peut-être François Martinez et puis Marilyn Menant, un peu de savoir sur les savoirs expérientiels, est-ce qu'on a des formats spécifiques qui permettent de les communiquer, type bilan de compétences, enfin quelque chose qui permette un peu de matérialiser l'acquisition de ces savoirs. Est-ce qu'il y a des outils comme le bilan de compétences ou d'autres outils qui permettraient de les reconnaître? Et de les objectiver, oui, c'est une question pour vous, Marie-Laure, ça. Alors, il va falloir qu'on éteigne nos deux micros, Carole. Je peux commencer, hein, même si c'est François. Euh, En fait, moi, je voudrais juste faire état d'une expérimentation, enfin d'un projet pilote que l'on soutient avec la chaire compétences et vulnérabilité qui est dirigée par Catherine Tourette-Turgis à l'Université des patients Sorbonne, qui est un travail de recherche assez pluridisciplinaire autour de ce que pourrait être un bilan de compétences sensible à l'expérience du cancer. Qu'est-ce qui se joue à travers ce type de bilan de compétences, ce pilote un peu, il y a la nécessité de revoir cette démarche de bilan de compétences. C'est d'une part d'arriver à faire que ces bilans arrivent à capter, arrivent à favoriser l'expression effectivement de ces expériences en termes de compétences de personnes qui ont traversé l'épreuve du cancer, mais aussi à faire en sorte que les bilans de compétences ne gomment pas, ne passent pas à côté, parce que on a toujours un peu ces deux tendances, hein, favoriser d'une part et faire en sorte que l'on n'empêche pas, ne pas mettre sous le boisseau ces éléments d'expérience, mais pouvoir aussi les traduire en éléments valorisables. Donc, on soutient cette expérimentation. Ce sont des gros travaux. C'est pour dire aussi que autour, par exemple, on a beaucoup parlé de situations de handicap et aussi sur le champ de la maladie. La GFIP soutient un certain nombre d'expérimentations autour de cette question-là pour faire en sorte que le travail et les maladies puissent être conciliés dans les entreprises et les organisations. Mais on pourra reparler dans un autre temps ou s'il reste du temps tout à l'heure. Voilà, et je laisse la parole à Marine. Oui, pour compléter ton propos, François, effectivement, hein, il est tout à fait possible de traduire ou du moins de formaliser ces savoirs expérientiels. Après, tout dépend du type de support et aussi de l'objectif visé, hein. Au niveau des bilans de compétences, c'est aussi peut-être à mettre en lien avec aussi tout ce qui est entretien d'explicitation qui ont beaucoup été mis en place aussi justement dans les analyses de pratique, hein. Comme François l'a souligné, il y a déjà eu énormément de travaux, y compris scientifiques, sur les savoirs d'expérience. Et le fait aussi d'aller dans la description d'une activité réelle, hein. Je parle au-delà de la partie prescription, hein, mais vraiment comment une personne réalise sa mission, quelle tâche elle a à effectuer, quelle tâche elle a à effectuer tout en étant en situation de handicap, en s'intéressant à comment elle fait. Et à la logique qui sous-tend son action, parce que, encore une fois, les savoirs expérientiels, ce ne sont pas que des savoirs pratiques. Il y a aussi vraiment toute une partie d'élaboration et des processus vraiment de raisonnement et des processus cognitifs. Et donc, en allant comprendre et en posant des questions à la personne, ça permet de mettre en relief vraiment voilà, pourquoi elle réalise cette action de cette façon. Et ça peut vraiment faire sens
dans un collectif de travail, hein. Donc, je dirais voilà, qu'il y a ce point-là, un petit peu sur les entretiens d'explicitation. Et puis, voilà, on a aussi voilà, tous les outils autour des référentiels de compétences, des portfolios aussi, hein, qui permettent à un moment donné de formaliser sur le papier. L'intérêt notamment du portfolio, c'est que ça permet aussi vraiment à la personne concernée de faire cette démarche réflexive et d'être directement dans le développement et la valorisation de ses savoirs. Donc, ça peut être effectivement des outils à mobiliser. Alors, côté professionnel, hein, ça sous-entend aussi voilà, de savoir manier ce type pour revenir au bilan de compétences, de savoir manier ce type de bilan de compétences tout en, sans dénaturer les savoirs expérientiels et en prenant en compte le côté un peu multidimensionnel de ces savoirs. Voilà, donc la dernière question qui est une belle ouverture en conclusion, hein, alors peut-être, encore une fois, Madame Monron, a-t-on un retour d'expérience d'une transformation d'une organisation, justement, une organisation peut-être comme la SNCF, suite à la valorisation d'une expertise d'usage liée au handicap? Est-ce que ça a transformé finalement? Alors, moi, j'ai pas, non, j'ai pas d'exemple de transformation de l'entreprise. J'ai Ça ferait beaucoup plutôt, transformer l'entreprise entière. non, SNCF, j'ai plutôt des inflexions. Un de nos succès de l'année dernière que je partageais avec mon équipe ce matin, c'était l'exemple que je vous donnais sur la localisation des espaces d'accueil des voyageurs handicapés en gare, parce qu'on a eu tout un tas de mauvaises expériences dans nos gares, où il y a eu une survalorisation des espaces pour les commerces. Et on avait un peu oublié la dimension service, hein, que ce soit pour les personnes handicapées, pour les autres personnes. Et voilà, la transformation dont on est content à l'intérieur de nos gares, c'est que Gares et Connexions a mis aujourd'hui en place une politique de service dans laquelle il est clairement écrit que les espaces d'accueil voyageurs handicapés doivent être près des transports en commun, pas trop loin des voies de départ des trains et près des dépôts de taxi. Et ça, c'était pas clairement écrit et ça paraît anodin, mais aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc et on s'appuie dessus à chaque fois qu'on doit relocaliser un espace. Donc, on a quand même transformé cette politique en passant du tout commerce à non, enfin, on est quand même d'abord là pour que les gens montent dans le train. Alors, OK, on a besoin d'argent hein, pour entretenir nos gares et on a besoin des recettes des commerces, mais on est aussi là pour rendre un service et on a réussi à infléchir ça. Mais c'est vrai que dans certaines gares, certains points d'accueil étaient plus proches des voies qu'ils ne le sont aujourd'hui. Merci à tous. On approche, je parle sous le contrôle de Carole qui me confirme qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées. On approche donc de la fin de ce webinaire. Merci à tous les intervenants. Merci à vous qui les avez écoutés et interrogés. Ce webinaire est un point d'étape. La recherche, vous l'avez compris, n'est pas terminée. Un autre point sera évidemment fait dans une année approximativement, lorsque la recherche aura continué de progresser et s'acheminera comme nous vers le point final, nous du webinaire et elle de la fin de sa recherche. Un replay sera disponible. Je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà, un replay sera disponible. Pardon, j'aurais dû m'en assurer avant. Je n'y ai pas Et forcément. un support, pour Donc, présenter. support, Carole Salaire en charge des questions d'emploi et de travail et de ressources au sein de l'APF France Handicap, conseillère nationale, nous l'a dit, un support sera disponible et donc aussi le replay pour réentendre le détail de tout ce qui a été développé. Merci à tous. Bonne semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Bonne fin de journée et à bientôt.